Le 2 septembre prochain, le Libéria va abriter un panel de haut niveau sur la situation des pays victimes de conflits armés et de guerres tribales. Les organisateurs de ce panel sont à Abidjan. Ils ont été reçus par le président de la République, Alassane Ouattara. La télévision numérique terrestre, c'est d'ici à juin 2015 pour la Côte d'Ivoire. Un atelier national pour la transformation numérique vient de se tenir ici à Abidjan pour plancher sur la question. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Bamako, la capitale du Mali. Ces pluies ont fait 24 morts et plusieurs blessés. Les dégâts matériels sont aussi importants. Outre Bamako, les localités de Banamba et de Sikasso ont été touchées par les eaux. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta était hier ici à Abidjan. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont eu une rencontre au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara l'a félicité pour son élection à la tête du Mali. En retour, le président malien a remercié le chef de l'État ivoirien pour son implication dans la résolution de la crise malienne. Viviane Haïm. Avant sa prestation de serment, le mercredi 4 septembre, qui va marquer son entrée dans sa nouvelle fonction de chef de l'État malien, le président nouvellement élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait le déplacement ce vendredi à Abidjan pour exprimer sa reconnaissance et celle du peuple malien au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui n'a eu de cesse, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, de multiplier les actions depuis le déclenchement de la crise au Mali pour que ce pays recouvre la totalité de son territoire et se dote à nouveau d'institutions politiques crédibles. Recevant avec une grande fraternité le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il connaît bien car il avait été ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire à l'époque où lui-même était Premier ministre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, lui a dit sa joie et sa fierté pour la qualité des élections et le choix incontestable opéré par le peuple malien. C'est un ami que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais lui dire combien nous sommes fiers de la manière dont ces élections se sont déroulées au Mali, avec un taux de participation jamais égalé, dans la paix. Et aussi, Monsieur le Président, vous féliciter pour le score impressionnant qui a été le vôtre au premier comme au second tour. Je voudrais dire à Monsieur le Président que nous connaissons son expérience, son intégrité, et nous savons qu'avec lui, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage. Monsieur le Président, donc, je vous souhaite la bienvenue et surtout excellente chance dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions, de votre nouvelle charge. Merci, cher aîné. Voilà. Merci, cher aîné. Merci. S'exprimant à son tour, le chef de l'État malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta, a longuement remercié le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en son nom personnel et au nom du peuple malien. Un travail ardu, acharné, quotidien a été fait pour que nous soyons aujourd'hui à ce stade. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui en capacité de gérer de nouveau l'État malien. Nous fûmes si proches d'en être définitivement et peut-être pour un temps très long écartés, car notre identité nationale a failli être profondément mise en cause. N'eût été votre sagacité, votre promptitude en tant que président de la communauté régionale à mettre en œuvre ce qui a été fait pour que la communauté internationale, au-delà de la nôtre, se soucie de nous, prenne conscience de la gravité de la situation du Mali et décide pour la première fois dans l'histoire contemporaine de venir unanimement au chevet d'un pays. De cela, Monsieur le Président, et de tout le reste,
nous ne pouvons pas ne pas vous être reconnaissants. Pourquoi? Nous avions souhaité que notre première sortie fût pour la Côte d'Ivoire. Les agendas ont fait que cela a été légèrement différé, mais veuillez bien croire que c'est avec le cœur très reconnaissant, très fier, que nous sommes ici aujourd'hui à vos côtés. Les deux chefs d'État ont eu un long échange en tête-à-tête. Le président malien Ibrahima Boubacar Keïta, après cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, est reparti hier après-midi dans son pays. Nous vous le disions dans nos titres, le 2 septembre prochain, le Libéria va abriter un panel de haut niveau sur le thème dialogue pays sur les États fragiles en Afrique. Les organisateurs de ce panel sur la situation des victimes des pays victimes de conflits armés et de guerres tribales sont à Abidjan. Ils ont été reçus par le président de la République Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin. Un groupe de panel de haut niveau sur les États fragiles ce vendredi 30 août 2013 chez le président de la République Alassane Ouattara. Le groupe a été reçu par le chef de l'État au palais présidentiel. Une délégation de 6 personnalités est conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakus. Avec le président de la République, il a été essentiellement question de stratégie pour venir en aide aux pays qui ont connu des crises. C'est une délégation du panel de haut niveau mise en place par le président de la BAD, le président Kaberuka. Ce panel est dirigé par la présidente du Libéria. Et leur mission, c'est donc à travers les consultations dans les différents États membres, de définir une stratégie pour les pays fragiles, les pays sortant de crise. Donc cette mission est arrivée à échanger avec plusieurs ministres, mais aussi avec la société civile et avec le président de la République. Il s'est agi donc de voir dans quelle mesure les financements que la BAD pourrait mobiliser à son niveau, mais au niveau des autres partenaires, comment y mettre suffisamment de flexibilité et comment accélérer donc la mise à disposition de ces ressources. Nous avons évoqué aussi les questions concernant l'emploi des jeunes, concernant donc le DDR pour les ex-combattants. Donc la Côte d'Ivoire participera lundi prochain à Monrovia au lancement de cette initiative de la BAD et nous porterons donc le message du président de la République qui est que nous devons avoir une approche beaucoup plus globale, une approche de programme avec la possibilité pour les États d'agir dans les secteurs où le besoin se fait sentir, mais surtout où les pays sont prêts donc à absorber les ressources qui sont mises à disposition pour induire donc un impact assez rapide pour nos populations. Autre activité du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, il a reçu en audience l'acteur Isaac de Bancolé. Restons toujours avec Jérôme Kofi Abolin pour ce reportage. Juan, entendez courir en anglais. Juan, le titre d'un film sur la Côte d'Ivoire en ce moment en tournage. Le film retrace les 10 années de crise vécues par les Ivoiriens. Isaac de Bancolé est un acteur comédien faisant partie de tous ceux qui travaillent à la réalisation de ce film. C'est bien dans ce cadre qu'en compagnie du ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama, il a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce vendredi 30 août 2013. Grâce au ministre de la Culture, M. Bandama, nous sommes ici en tournage d'un film qui s'appelle Run de Philippe Lacotte. Et en marge de ce tournage, le président a voulu bien me recevoir pour échanger et pour voir un peu ce qu'on peut faire au niveau de la culture et du cinéma dans ce pays. Voilà. L'échange a été positif sur toute la ligne et il y a des projets, des grands projets pour ce pays et aussi bien pour la jeunesse de ce pays qui a énormément de talent. Isaac de Bancolé est un acteur ivoirien résidant aux États-Unis depuis 17 ans. Acteur de renom, il a participé à la dernière saison du grand cinéaste américain Jacques Bauer, la saison 7 pour être précis, dans laquelle Isaac de Bancolé a joué le rôle d'un chef d'État africain censé être protégé par Jacques Bauer.
Et nous proposons ce communiqué. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique informe la communauté éducative que l'inscription à la maternelle et au CP1 aura lieu sur toute l'étendue du territoire national du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2013. Tous les jours de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 sont concernés. Les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1 avec ou sans extrait d'acte de naissance. L'opération est entièrement gratuite. La télévision numérique terrestre, c'est d'ici à juin 2015 pour la Côte d'Ivoire. Un atelier national pour la transformation numérique vient de se tenir ici à Abidjan pour plancher sur la question. Voyons les détails avec Christelle Ménon et Hugues Hervé Blé. Le passage à la télévision numérique terrestre est résolument engagé en Côte d'Ivoire. Les experts ont planché 2 jours durant sur les actions pour une transition réussie. Ils ont émis une dizaine de recommandations à l'État de Côte d'Ivoire et à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Reformer le cadre juridique et institutionnel, sensibiliser les populations, mettre en œuvre l'homologation des équipements, ce sont en substance les recommandations à appliquer pour passer à la télévision numérique terrestre. Nous allons mettre en place un comité scientifique et ce comité scientifique va nous aider, en plus des structures officielles, à faire en sorte qu'on puisse le faire le plus rapidement possible et le mieux possible. Le ministère de la Communication et celui de la Poste et des Technologies de l'Information sont les principaux acteurs de cette transition à travers le Comité national de migration de la Côte d'Ivoire vers la TNT, le délai pour passer à la TNT étant le 17 juin 2015. La commission de l'UEMOA appuie tous les États membres de l'Union dans la conduite de cette transition qui permettra aux populations de bénéficier de beaucoup plus de chaînes en haute définition. Une délégation ivoirienne conduite par le directeur des chaînes TV de la RTI s'est rendue aux États-Unis d'Amérique pour le positionnement de la RTI sur un bouquet américain. C'est désormais chose faite. En marge de cet événement, Ali Diarra-Souba, journaliste à RTI 1, a participé au magazine économique Washington Forum de la Voix d'Amérique, diffusé depuis quelques mois tous les dimanches à 10h sur RTI. Voici un extrait de l'émission. Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait son discours historique. L'Amérique et même le monde lui rendent hommage. La petite phrase de Martin Luther King est gravée dans l'histoire. C'était son cri d'appel pour une Amérique vraiment libre et égale, pour toutes les couleurs de peau. 50 ans après, le rêve s'est-il réalisé? État des lieux. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de nous rejoindre dans Washington Forum que vous propose la VOA. Une émission particulière aujourd'hui car avec moi pour la co-animer, mon confrère Ali Diarra-Souba de la RTI, notre partenaire ivoirien. Bienvenue Ali. Merci de m'accueillir sur votre plateau Jacques. Coup de projecteur donc sur le 50e anniversaire de la fameuse allocution contre la ségrégation des Africains américains. Mais tout de suite, un récapitulatif de l'actualité avec Nicolas Pinault. 60 secondes dans le monde. Et bonsoir Ali, bonsoir Jacques et bonsoir à tous. À la une ce soir, le parc naturel du Yosemite brûle. Vous retrouverez cette émission demain dimanche à 10h après le flash d'information. Parlons maintenant de l'une des émissions de vacances organisées par la RTI, Star Karaoke. 4 candidats étaient en compétition pour la deuxième demi-finale qui a eu lieu ici à la RTI. 2 candidats ont été retenus pour la finale qui aura lieu le 13 septembre prochain. Kadi Soumaoro, Kwasi Babadou. 4 candidats au départ pour une prestation collégiale. Ils sont restés finalement 2 participants qui sont retenus pour la finale de Star Karaoke 2013.
Niaouré Meti Junior, classé premier. Et Conan Jeunesse Mélissa, la seule fille du groupe, classée deuxième. Ils vont affronter le 13 septembre prochain, les vainqueurs de la première demi-finale. Et c'est au cours d'une finale que chacun espère remporter. On attend pour voir encore de quoi est-ce qu'on sera capable. Bon, il y a des titans qui m'attendent là-bas encore. C'est les mêmes gars là, ils vont cogner dur. Donc on se prépare, on essaie de rentrer en quinzaine encore, se préparer puis ressortir, donner le meilleur de soi-même. La deuxième demi-finale de Star Karaoke 2013 s'est faite dans une ambiance surchauffée. L'enthousiasme du public s'est reflété sur l'animatrice de cette émission, beaucoup plus relaxe que jamais. La finale, évidemment, ce ne sera pas ici. On essaiera autant que faire se peut de faire plaisir aux téléspectateurs et à la direction générale. Papa Wemba, artiste de renom, et le groupe Les Patrons ont marqué de leurs empreintes cette deuxième demi-finale de Star Karaoke 2013. Rendez-vous le 13 septembre prochain pour la finale de Star Karaoke 2013, une finale qui promet. Et le séminaire sur la redynamisation de la RTI prend fin ce samedi à Grand-Bassam. La direction générale et des spécialistes de la communication réfléchissent depuis 3 jours sur l'unification des 2 rédactions, RTI 1 et RTI 2, et comment permettre à la RTI d'être plus proche des populations. Le district sanitaire de Koumassi, Port-Boué-Vridi, fait le bilan de ses activités. À partir de ce bilan, il veut améliorer ses prestations et proposer des solutions aux populations pour un meilleur suivi du paludisme et des infections à VIH. Patricia Omouetia pour plus de détails. Cadre d'échange et de partage d'expériences. Après 6 mois d'activité, le district sanitaire de Koumassi, Port-Boué-Vridi, veut améliorer ses prestations. Les acteurs de santé sont mobilisés pour faire le point. Faire le bilan du premier semestre 2013 et puis déterminer les goulots d'étranglement à la réussite de nos objectifs et puis ensuite proposer des solutions. Le paludisme représente 50% des consultations. La maladie est responsable de 1/3 des décès en milieu hospitalier selon le programme national de lutte contre le paludisme. Des appuis sont indispensables pour améliorer la santé en général. Nous sommes donc présents depuis 5 ans dans cette commune et nous voyons que les apports des uns et des autres sont des appuis qui apportent à une amélioration de la santé en général et dans le cas spécifique de la prise en charge du VIH qui nous rassemblait dans le cadre de nos activités. Cet atelier bilan a vu la participation de plusieurs responsables de structures de santé pour une meilleure prise de décision. Le village de Kongolo, peuplé de plus de 3000 âmes dans la localité de Kong, est connecté au réseau électrique national. Cela grâce au programme présidentiel d'urgence. L'électricité à Kongolo a servi de prétexte à une fête, une très belle fête. Kader Sogodogo et Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Les habitants du village de Kongolo vivent une nouvelle ère avec l'électrification de leur localité. Situé à 15 km de Kong, ce village peuplé d'environ 3000 âmes a été connecté au réseau électrique national par le ministre Birahima Ouattara, maire de Kong. Cette électrification s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, une infrastructure qui changera considérablement le quotidien des habitants de Sobara et de Tolon, les 2 quartiers qui constituent le village de Kongolo. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Ce qu'on va faire, on prend pour faire avec le courant. On peut vendre de l'eau avec ça. On peut regarder télé avec ça. On va faire beaucoup de choses avec ça, quoi. Courant là, on a venu pour travailler avec le courant. On peut congélateur pour travailler en ville ici. C'est ça qui me plaît. Pour le sous-préfet de Kong, Sori Jean-Pierre, l'électrification de Kongolo est un rêve longtemps caressé par les habitants de ce village. Les promesses du chef de l'État ne sont pas des promesses électoralistes. Monsieur le chef de l'État vient de traduire en action concrète ce qu'il a dit et cela nous réjouit à plus d'un titre. Aux populations de Kongolo, je voulais leur dire de faire bon usage de cet outil précieux que le chef de l'État vient de leur offrir. L'électricité est un outil précieux. Nos enfants qui vont à l'école en ont besoin pour leurs études. Le village de Kongolo a bénéficié récemment d'une pompe villageoise
d'une école de 6 classes et de 6 logements d'enseignants en construction. Les cadres de PKK dans la sous-préfecture de Sénématiali, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, s'engagent pour le développement de leur village. Ils ont marqué cet engagement par la sortie officielle de la mutuelle de développement mise sur pied il y a de cela 1 an. Charles Tatou. Peuplé de plus de 1000 âmes, PKK dans la région de Sénématiali peut désormais être compté parmi les villages du pays en pleine modernisation, vu les quelques infrastructures de base qui ont suivi après les travaux du lotissement et de connexion au réseau électrique. Un centre de santé, des établissements préscolaires et primaires, un château d'eau, un foyer de jeunes et une mosquée digne du nom. Ces réalisations sont à l'actif des cadres du village, au rang desquels l'ancien président du Conseil économique et social, Laurent Donafologo, dont les actions financières ont été avérées. Cette sortie officielle de la mutuelle de développement de PKK marque la relance des actions de développement de cette localité. Tour à tour, président de la mutuelle Soro Nawa et Laurent Donafologo, ancien président du Conseil économique et social, doyen des cadres de PKK, ont exhorté les membres de la mutuelle à prendre à bras le corps le développement de leur village. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, s'est fait représenter. Son représentant, Lemassou Fofana, s'est félicité de la naissance de la mutuelle qui engage ses membres dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations de PKK. Il a exhorté les membres de la mutuelle à l'union et à la solidarité. Le représentant du ministre Bruno Koné a inauguré toutes les nouvelles réalisations de PKK. Qui peut être propriétaire terrien ici en Côte d'Ivoire? Comment établir un titre foncier? Ce sont entre autres les préoccupations qui ont fait l'objet d'échanges entre l'IRC, une organisation non gouvernementale internationale spécialisée dans la prévention des conflits, et les chefs de communauté vivant à Diokwe. Il a été question de sensibiliser des populations sur la loi relative au foncier rural pour aider à réduire le conflit foncier à Diokwe. Léon Broukwame. Diokwe, région du Guémon, district des montagnes, à environ 500 km à l'ouest d'Abidjan. Les récurrents conflits liés à la terre prennent leur origine en partie dans l'ignorance de la loi relative au domaine du foncier rural. Ce qui nous met aujourd'hui beaucoup de difficultés, c'est le problème du foncier rural. Au départ, les parents ne sont au courant de rien. Ils n'ont pas été informés. C'est donc à juste titre que se tient cette séance d'information sur la loi relative au foncier rural. Une loi pour sécuriser à la fois les intérêts des nationaux et des non-nationaux, indique le formateur. Directeur départemental de l'agriculture, il explique aux chefs des communautés autochtones, allogènes et allochtones de Diokwe, les procédures d'immatriculation des terres et d'établissement de titres fonciers, non sans indiquer qui a droit à la terre en Côte d'Ivoire. La loi sur le foncier rural dit que peut être propriétaire dans le domaine foncier rural l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes. À la suite d'une enquête officielle, il est délivré un certificat foncier individuel ou un certificat foncier collectif. Donc, le document qui permet de matérialiser le droit de propriété coutumier au niveau du domaine foncier rural coutumier, c'est le certificat foncier. Et comme la loi reconnaît les cessions de droit coutumier, donc tout détenteur, que tu sois ivoirien ou même non ivoirien, tout le monde peut avoir le certificat foncier. Cette séance de sensibilisation sur le foncier rural, une initiative de l'IRC, une organisation non gouvernementale qui ne demande qu'à être multipliée pour aider à réduire les conflits fonciers à Diokwe. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, le président directeur général de la compagnie malienne de textile, Salif Abdoulaye Sissoko, était en visite de travail pour quelques jours au port de San Pedro. Abdoulaye Sissoko, qui lors de cette visite s'est rendu sur les sites d'entreposage du port de San Pedro, est venu voir comment est traité le coton malien à San Pedro.
Les relations commerciales entre le Mali et la Côte d'Ivoire, grâce au port de San Pedro, se sont accentuées ces dernières années. Cela a été possible avec la nouvelle politique du gouvernement qui veut faire de ce port l'un des pôles de développement de la Côte d'Ivoire. Au niveau justement du port de San Pedro, avec le Mali, c'est l'exportation du coton de ce pays voisin qui est l'une des activités principales. Ce qui vaut la visite à San Pedro du président directeur général de la compagnie malienne pour le développement du textile, Salif Abdoulaye Sissoko. Quand on a vu les perspectives, je pense que le port idéal du Mali, c'est bien San Pedro. Si tous les projets futuristes prévus voyaient le jour, la sortie par Bougouni, vous avez vu, c'est moins de 950 km, Bamako et Bougouni, frontière Mali, Côte d'Ivoire, Bamako, port de San Pedro. Je pense que les questions de compétitivité sont posées, les équipes vont réfléchir. Salif Abdoulaye Sissoko a tenu ses propos pour reconnaître le professionnalisme des agents du port de San Pedro dans le traitement du coton, après avoir visité les sites d'entreposage qu'offre la place portuaire de San Pedro. Sur 4500 tonnes de coton prévues à l'entame de l'opération de traitement et d'exportation du coton malien en mai dernier, ce sont à ce jour, au thème du bilan, qui a été proposé 21 595 tonnes de coton qui ont été traitées et exportées. Pour Salif Abdoulaye Sissoko, il ne s'agit plus d'une opération test, mais d'une opération grandeur nature qui a été menée avec succès. Pour lui, enfin, le port de San Pedro est une destination fiable pour le traitement et l'exportation du coton malien. Et des pluies diluviennes se sont abattues sur Bamako, la capitale du Mali. Ces pluies ont fait 24 morts et plusieurs blessés. Les dégâts matériels sont aussi importants. Regardez. À la mort de Korofina, Fatoumata tente de retrouver son père parmi les cadavres exposés. Comme elle, plusieurs Bamakois viennent identifier les corps de leurs proches. J'ai perdu ma femme et mes 4 enfants dans les inondations. Selon les sources officielles, au moins 34 personnes sont mortes dans la capitale malienne à la suite de graves inondations. Bankoni, dans la commune 1, est le quartier le plus touché. Il y a des morts et des blessés parmi les proches de mes voisins. Il y a aussi beaucoup de dégâts matériels et des maisons détruites. Certaines personnes ont tout perdu. À l'origine de ces inondations meurtrières, les pluies diluviennes qui se sont abattues mercredi sur Bamako. Dans certains quartiers, les services météorologiques annoncent avoir relevé 85 mm d'eau. Cela représente presque le double de la moitié maximale pour la saison des pluies. Du jamais vu au cours de ces 40 dernières années dans la ville. Ici, nous n'avons jamais vu l'eau à ce niveau. L'eau n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. L'eau est montée jusqu'à 10 mètres, alors que normalement, elle ne dépasse jamais 5 mètres. La prise en charge des 600 familles sans abri s'organise, mais les habitants de Bamako sont en colère. Ils accusent des autorités maliennes d'avoir autorisé des constructions sur les lits des marigots qui constituent des voies d'évacuation des eaux de pluie. En République démocratique du Congo, après une semaine d'affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC soutenues pour la première fois par la brigade d'intervention des casques bleus de la mission des Nations Unies au Congo, le chef du M23, Bertrand Bissimois, dit avoir demandé à ses troupes de se retirer et de la ligne de front pour arrêter les hostilités, pour que les enquêtes soient menées sur cette haute tension entre rebelles et l'armée régulière. Après la défection de l'Angleterre à participer aux frappes contre la Syrie avec le nom du Parlement anglais, les États-Unis d'Amérique et la France pourraient être les deux grandes puissances à intervenir militairement en Syrie. Les présidents Barack Obama et François Hollande ont échangé sur la question et semblent partager les mêmes points de vue. Rappelons que les Occidentaux accusent l'armée syrienne d'avoir utilisé des armes chimiques contre son peuple. Après avoir été les premiers à se rallier à des représailles contre Damas sans feu vert de l'ONU, les Britanniques ont fait volte-face. Le Parlement a rejeté par 285 voix contre 272 une motion de leur Premier ministre en faveur d'une opération punitive.
Il est clair pour moi que le Parlement britannique, reflétant les vues du peuple britannique, ne veut pas d'intervention militaire britannique. Je prends note et le gouvernement agira en conséquence. Un lâchage qui ne semble pas affecter la position de Washington. En déplacement aux Philippines, le ministre de la Défense de Barack Obama a maintenu l'hypothèse du coup de semonce. Notre approche est de continuer à chercher une coalition internationale qui agira de concert. Nous continuerons à consulter nos alliés, partenaires et amis sur cela. Même si la Maison-Blanche a laissé entendre qu'elle se réservait le droit d'agir unilatéralement, elle sait qu'elle bénéficie toujours de l'engagement de la France. 2 jours après son discours aux ambassadeurs, François Hollande a réaffirmé dans un entretien au journal Le Monde sa volonté de donner un coup d'arrêt à un régime qui commet l'irréparable et confirmer son souhait d'une action proportionnée et ferme contre lui. Tout indique désormais que la décision américaine ne sera prise qu'après le retour de la mission des experts de l'ONU en armes chimiques. Les premiers inspecteurs ont commencé à quitter la capitale syrienne ce vendredi et devraient faire un premier compte-rendu oral à Ban Ki-moon dès samedi. Sur le qui-vive, la Russie, qui s'est félicitée de la défection britannique, continue de dénoncer une intervention militaire. Elle constituerait un coup sérieux à l'ordre mondial, selon un conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Un mot de sport pour terminer cette édition. Hier, c'était les demi-finales de l'Afro-Basket au Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire a été battue par l'Angola 66-55. Le Sénégal a perdu face à l'Égypte 63-70. La finale va donc se jouer entre les deux vainqueurs. Ce sera cet après-midi. Cet après-midi également se jouera le match de classement entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un match important pour une place qualificative en Coupe du Monde de basket en Espagne en 2014. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.